Bonsoir, bonsoir et chers étudiants, chers résidents. Cet après-midi, nous allons aborder un autre chapitre de notre cours de chirurgie cardio-thoracique. Il s'agit des tumeurs du médiastin. Le médiastin constitue le lieu de naissance et de passage de diverses ébauches d'organes. Le médiastin constitue l'espace de l'organisme humain où se développe le plus grand nombre de 10 embryons. La localisation des masses médiastinales est basée évidemment sur la division du médiastin en différents compartiments avec des implications importantes pour les stratégies de diagnostic et de traitement. Je dois vous dire d'emblée que le diagnostic se caractérise par sa difficulté en raison même de la pluralité des organes et des tumeurs. La chirurgie constitue le plus souvent l'ultime étape dans le processus diagnostique, mais aussi parfois la seule solution thérapeutique. En raison de la noblesse des organes du médiastin, la chirurgie devient parfois difficile, mais cette difficulté est prévisible grâce à l'imagerie idéale. Un diagnostic cytologique ou histologique est souvent nécessaire pour confirmer le diagnostic présumé basé sur l'évaluation clinique et les caractéristiques radiologiques et tomodensitométriques doivent jouer aussi leur partition. Ainsi, nous pouvons anticiper des dangers et aborder les obstacles qui se posent avec sécurité. Alors, d'entrée de jeu, nous allons aborder la classification des compartiments du médiastin. Alors, il existe un modèle classique de classification des compartiments du médiastin. On peut diviser le médiastin en médiastin supérieur, inférieur et moyen. Comme on peut diviser le médiastin aussi en compartiments antérieur, moyen et postérieur. Alors, regardez avec moi que ce médiastin supérieur peut être divisé en médiastin supérieur, antérieur, moyen et postérieur, tout comme le médiastin inférieur peut être peut être divisé en médiastin inférieur antérieur, inférieur moyen et inférieur postérieur. Alors, regardons un modèle adopté en 1972, le modèle Mitchell, qui divise le médiastin en compartiment antérieur, compartiment viscéral, hein, et compartiment postérieur. Les recherches sont réalisées par des associations de recherche sur le thymus et ces études nous permettent de conclure que au niveau du médiastin supérieur siège référentiellement après le goitre intrathoracique. Le thymome développe une préférence pour le médiastin antérieur. Les tumeurs neurogéniques siègent préférentiellement au niveau du médiastin postérieur, ainsi que les autres tumeurs mentionnées au niveau de l'étude. Alors, cette étude nous amène à regarder après sous d'autres angles et la classification. Ici, nous présentons des schémas de localisation
accompagné d'études tomodensitométriques en corrélation évidemment avec cette étude et en corrélation avec la localisation des tumeurs. On peut visualiser sur ces schémas et sur ces images tomodensitométriques, pas vrai, la portion supérieure du médiastin, la portion antérieure du médiastin, le médiastin moyen, le médiastin postérieur, et au niveau de chaque compartiment, il existe des tumeurs qui siègent de manière préférentielle. Alors, une autre classification a vu le jour avec le groupe ITMIG, et selon leur approche, pas vrai, ils ont considéré le médiastin en compartiment prévasculaire, vertébral et paravertébral, avec évidemment les tumeurs, les organes et les tumeurs qui y siègent. Alors, on peut, sur la base de ces considérations, affirmer que au niveau du médiastin antérieur, les structures rencontrées sont représentées par le thymus, la glande thyroïde, les parathyroïdes, la graisse, les ganglions lymphatiques, les cellules, je dirais, germinales. Alors, les tumeurs correspondantes sont évidemment listées sur ce tableau: thymome, thymolipome, carcinoïde thymique, kyste thymique, thyroïde ectopique, pas vrai, lipome, lycosarcome, les maladies bénignes, les maladies malignes, les pathologies malignes des ganglions lymphatiques, les processus bénins aussi, comme dans le cas de la maladie de Castleman, pas vrai, des infections, la tuberculose, sarcoïdose, granulome de Wegener, autant de tumeurs correspondant aux organes qui siègent au niveau des compartiments. On peut regarder aussi les tumeurs des cellules germinales, les séminomes, les tumeurs non séminomateuses, pas vrai, que nous allons aborder plus en profondeur au niveau de notre cours. Alors, dans le médiastin moyen se trouve la trachée, l'œsophage, le péricarde, le cœur, l'aorte, avec leur pathologie, le vaisseau avec leur pathologie, pas vrai, des ganglions lymphatiques, des nerfs, ok, qui empruntent cette zone dans le cadre de leur trajectoire. Et au niveau du médiastin postérieur, on retrouve les structures nerveuses avec les tumeurs bénignes et malignes correspondant aux structures nerveuses qui occupent le médiastin postérieur. Alors, regardons maintenant les masses du médiastin. Et en premier lieu, les masses du médiastin antérieur. Elles sont constituées par les tumeurs épithéliales du thymus, pas vrai, avec une fréquence 0 de 0,06 à 1,5% de toutes les tumeurs, pas vrai, présente à 40% au stade initial, au stade 1, 25% au stade 2 ou 1 à 2% au stade 4, pas vrai. 30% des cas, ce sont des tumeurs asymptomatiques. Alors, ces tumeurs épithéliales sont représentées par les thymomes, les carcinomes du thymus et les carcinoïdes thymiques. Alors, regardons les thymomes, ce sont des tumeurs primitives du médiastin qui dérivent des cellules épithéliales du thymus. C'est la tumeur la plus fréquente du médiastin antérieur, pas vrai, et que l'on retrouve à l'âge compris entre 50 et 60 ans. Il n'y a pas de prédisposition pour un sexe particulier, pas vrai, et
à une fréquence de 1000 cas par an en euros. Alors, les tumeurs épithéliales du thymus, en l'occurrence, et les thymomes ici présentés, jusqu'à 30%, 34% des thymomes peuvent être des tumeurs invasives, avec, euh, avec des métastases, pas vrai, qui, par dissémination hématogène ou lymphatique, pas vrai, le plus souvent accompagné d'une dérégulation du système immunitaire. Alors, pour les thymocarcinomes, ce sont des tumeurs d'origine épithéliale du thymus, d'une incidence de 4,2%, et à l'âge de surviennent à l'âge de 65 ans, ces tumeurs, une incidence de, je dirais, égale chez l'homme et chez la femme. La survie à un an est de 84%, généralement beaucoup plus agressif, généralement de travail beaucoup plus importante, et avec aussi la présence de métastases. Alors ici, permet, ce tableau permet de réaliser par vrai, un parallèle entre thymome et thymocarcinome du point de vue clinique, et les organes qui sont impliqués sont représentés par les bronches, pas vrai, l'œsophage, les cordes vocales, le nerf récurrent, le nerf phrénique, le ganglion sympathique et la veine cave supérieure, avec pour conséquence, pas vrai, une dyspnée, des atélectasies, hémoptysie, dysphagie, paralysie, pas vrai, et des cordes vocales, paralysie diaphragmatique, syndrome de côte Bernard Horner, syndrome de la veine cave supérieure. Généralement, ces tumeurs peuvent être asymptomatiques pendant longtemps et découvertes de manière fortuite, pas vrai. 30% des symptômes sont dus à une compression ou une invasion, et 30% des symptômes sont dus à euh, la, les conséquences, sont dues aux conséquences systémiques de la pathologie. Évidemment, éthymocarcinomes peuvent être associés à des pathologies comme le lupus érythémateux disséminé, polymyosite, myocardite, et il existe un syndrome qu'on appelle le syndrome de Good syndrome, qui associe thymome et immunodéficience en cellules B et T. Alors, ces anomalies, ces pathologies sont associées à des altérations moléculaires que nous avons tenté de vous présenter. Concernant les thymomes, pas vrai, il existe une association à des aberrations moléculaires, pas vrai, de EGFR, des mutations ou des overexpressions, R2, overexpression, KRAS, P53, pas vrai, et là encore, il existe des cas, il existe plutôt des associations qui sont propres au thymome, dans ce certain pourcentage de cas, et il existe d'autres propres au carcinome thymique. Par exemple, après, dans 6% des cas, il existe une association de R2, une overexpression et pour les thymomes, et 79 à 88% pour les carcinomes thymiques. Si nous prenons le cas de P53, 6% pour les thymomes et 74% pour les thymocarcinomes. Alors, thymomes et thymocarcinomes sont associés à, je dirais, des syndromes paranéoplasiques.
Alors, on peut citer la myasthénie gravis associée au, associée au thymome. 15% des patients avec myasthénie gravis ont un thymome, tandis que 24,5 à 40% des patients avec thymome présentent une myasthénie gravis. Alors, ceci est important. Je vous demande d'aller cuisiner cette pathologie de manière à ce que vous puissiez comprendre euh, les implications, c'est-à-dire pourquoi doit-on réaliser un traitement, un plasma phérésis avant l'intervention, les possibilités de détresse respiratoire en post-chirurgie. Donc, je vous demande d'aller regarder cette association beaucoup plus en profondeur. Quel est le rôle de l'acétylcholine? Quel est le rôle de l'immunologie dans ce processus, je dirais, pathologique. Alors, il existe d'autres éléments intégrés dans les conditions paranéoplasiques. Il existe le syndrome de Lambert-Eaton, myosis, neuromyotonie, encéphalite. Et il existe le syndrome de Morvan, il existe la neuropathie auto-immune, dégénérescence cérébelleuse, le syndrome de Stiff-Person, autant d'éléments importants que je vous demande d'aller bien approfondir pour pouvoir mieux comprendre le processus dans lequel nous essayons d'avancer. Alors, les thymomes représentés ici au niveau du scanner, je vous ai parlé du rôle important de la radiographie et de la tomodensitométrie dans le processus nous permettant de diagnostiquer ces tumeurs. Regardez bien, il s'agit d'une masse, pas vrai, ovale, bien arrondie, pas vrai, lobulée, visible, et sur un plan transversal, et sur une coupe, un plan frontal. Alors, regardez toujours et suivez le regard de la flèche pour pouvoir visualiser cette masse située dans le médiastin antérieur. Okay. Ici, la radiographie en parallèle avec le scanner et l'image d'une lame histopathologique. Alors, pour les thymocarcinomes, regardez bien le siège, les calcifications, les bords qui caractérisent évidemment une tumeur maligne et ses capacités d'évasion. Je ne dis pas que les thymomes ne peuvent pas devenir invasives, je n'ose pas me contredire, mais cependant, l'invasion des structures avoisinantes est beaucoup plus caractéristique des tumeurs malignes. Alors, ici, encore un thymocarcinome. Regardez bien cet aspect déchiqueté des comptes sur cette coupe, je dirais, tomodensitométrique. Alors, il existe des classifications pour les thymomes. Il existe une classification réalisée par l'Organisation mondiale de la santé qui présente les thymomes de type A, de type AB, de type B1, de type B2, de type B3, de type C, avec leurs caractéristiques, évidemment, et leurs caractéristiques histologiques que je vous demande d'approfondir. Mais il existe une classification qui nous intéresse, nos autres chirurgiens thoraciques, c'est la classification de Massaoka-Koga. Alors, regardez cette classification au stade 1, pas vrai? Il n'y a pas, la tumeur est bien encapsulée, pas vrai? C'est-à-dire qu'il existe une petite
déchirure, je dirais, une direction d'endroit où il n'existe pas de capsule, mais il n'y a pas encore d'évasion. Au stade 2A, il y a une évasion, beaucoup plus prononcée au stade 2B, bah ouais. Et au stade, je dirais, 3, bah ouais, regardez cette masse, bah ouais, qui envahit directement la plèvre et le péricarde. Et au stade 3B, évasion beaucoup plus accentuée. Et au stade 4A, ouais, des nodules au niveau du péricarde et de la lèvre. Et au stade 4B, des nodules au niveau du foie. Alors, cette classification nous permet de déterminer le pronostic. Alors, en fonction de la classification de l'Organisation mondiale de la santé, nous pouvons déterminer les chances de survie de ces patients à 5 ans et à 10 ans. Bah ouais. Alors, il existe des facteurs de mauvais pronostic, bah ouais, comme l'hydroxychloroquine, la récidive, la myasthénie gravis, mais il existe aussi des facteurs de mauvais pronostic comme l'âge, ouais, et le size de la tumeur. Alors, ici, un tableau ou un graphe montrant la survie des patients, bah ouais, et la chirurgie peut, évidemment, dans le cas d'une masse isolée, ok, la chirurgie peut constituer le traitement, mais des fois, il s'agit des fois, parfois de maladies non résécables. Et dans ces cas, il faut faire appel à la chimiothérapie, hein, okay, qui peut nous aider, par vrai, à la, à la prise en charge de ces patients. Alors ici, un tableau pour vous montrer les masses, pour vous résumer les masses du médiastin antérieur, les tumeurs thymiques, en vrai, le processus devant conduire au diagnostic et dans quel cas on peut réaliser la chirurgie, vous voyez, au stade 1 et 2, la chirurgie R0. On peut aussi tenter au stade 3 la résection avec je dirais, chimiothérapie adjuvante. Et des fois, il n'existe pas, des fois, il existe des tumeurs qui ne sont pas résécables. Dans ce cas, on peut faire soit rendre résécable ces tumeurs par une chimiothérapie, je dirais, néoadjuvante, et regarder la possibilité d'une résection, ou bien carrément appliquer, dans les cas, certains cas, appliquer un traitement, je dirais, palliatif. Alors, le traitement sur la base de chimiothérapie est réalisé par les molécules ici présentées, donc sur suromycine, cisplastine, cyclophosphamine, autant de molécules disponibles pour réaliser cette chimiothérapie. Alors, il existe des tumeurs encore appelées tumeurs carcinoïdes du thymus, ce sont des tumeurs rares qui prennent qui tirent leur origine de la cellule de la crête neurale, la cellule de Kulczycki, de dominance masculine, accompagnée évidemment de troubles endocriniens, avec libération d'hormones telles que la sérotonine, corticotropine, la gastrine, intégrée dans l'association MEN1, hautement agressive, associée au syndrome de Cushing, traitement hautement agressif avec des métastases à distance et des évasions ganglionnaires. Si je vous présente un tableau
vont vous guider sur l'origine des tumeurs carcinoïdes. Alors, évidemment, tumeur carcinoïde du thymus au scanner, masse délimitée, difficile à différencier, évidemment, comme on peut le voir, des tumeurs. Alors, il existe aussi d'autres tumeurs malignes du médiastin antérieur, comme les lymphomes. C'est la troisième néoplasie maligne chez l'enfant, située dans le médiastin antérieur, le plus souvent rencontré en âge pédiatrique, la tendance à être agressif, difficile à différencier des tumeurs, comme vous le voyez, peut occasionner un dépenchement pleural, peut envahir la paroi thoracique, peut présenter des calcifications et peut même entraîner un chylothorax. Si les lymphomes, les masses ganglionnaires, bien incrusté au niveau d'une masse. Vous pouvez regarder de multiples masses dans une masse, je dirais, prédominante. Alors, le lymphome peut être détecté par le scanner, mais on peut faire le PET scan aussi. Le PET scan peut nous aider à faire la différence entre une tumeur maligne et une tumeur bénigne, évidemment, de par la facilité avec laquelle les cellules malignes captent le dioxyfluoroglucose. Toujours les lymphomes, les thymolipomes du médiastin antérieur, ce sont des masses, je dirais, peu fréquentes. Ce sont des tumeurs bénignes, et qui peuvent être localisées autour du cœur, mais non, n'est pas envahissante. L'hyperplasie du thymus, tumeur bénigne, c'est l'hyperplasie vraie, de l'hyperplasie lymphoïde, configuration similaire au thymus 5 que vous pouvez visualiser sur le scanner, avec des zones graisseuses intercalaires. L'hyperplasie visualisée sur le scanner et à côté de la lame, une visualisation de la lame histopathologique. Le goitre intrathoracique, et je vous ai dit que certaines pathologies, tout dans le cours de chirurgie cardiothoracique et relative aux incisions thoraciques, que certaines tumeurs peuvent élargir leur domicile. C'est-à-dire qu'un goitre peut élargir son domicile jusqu'au niveau du thorax. Ce sont des tumeurs qui peuvent être primaires, secondaires, et asymptomatiques de découverte fortuite, et qui nécessitent un traitement chirurgical avec des possibilités, je dirais, pour que ces tumeurs, de par l'invasion qu'ils réalisent, non, ce n'est pas une évasion parce que ce sont parfois des tumeurs ce ne sont pas parfois des tumeurs malignes, mais de par leur extension, peuvent déterminer tout un tableau clinique fait de compression, avec la possibilité évidemment de dégénérescence maligne. Si vous regardez sur la radiographie et sur le scanner, les images de goitre intrathoracique qui occupent le médiastin antérieur de 85 à 90% des cas, le médiastin postérieur de 15% des cas, et cette connexion de cette masse avec la glande thyroïde. Pour des images, pour des images. Maintenant, regardons toujours dans le médiastin antérieur les tumeurs à cellules germinales. Alors, 10% de toutes les tumeurs, ce sont des masses médiastinales vous trouvez en âge pédiatrique, 5% des cas chez les adultes, Il s'agit de tumeurs dues à un arrêt de la migration des cellules germinales primitives. Alors, il existe des tumeurs qu'on appelle des tumeurs séminomateuses et des tumeurs non séminomateuses, et que l'on peut représenter, sur ce tableau. Évidemment, parmi les tumeurs séminomateuses, il existe le carcinome embryonnaire,
la tumeur du sac de Yolk, le choriocarcinome, et il existe aussi des tumeurs mixtes. Alors, ici, ces tumeurs à cellules germinales sont présentées au niveau de la tomodensitométrie, au niveau du scanner. Ouais, ce sont, regardez bien, des images calcifiées, bah ouais, avec infiltration précieuse, bah ouais. Et évidemment, ici, on est en présence euh, d'une masse de graisse calcifiée, bah ouais, très suggestive d'une tumeur maligne. Toujours les tumeurs à cellules germinales. Alors, dans le médiastin moyen, on peut trouver des tumeurs, des tumeurs, je dirais, orange, le kyste oncogénique. C'est une tumeur très fréquente, c'est ça 15% des tumeurs du médiastin, que l'on retrouve dans les centres de chirurgie thoracique et qui résulte du développement anormal de l'intestin antérieur et qui peut être corrigé et qui peut être réséqué par thoracotomie ou par thoracoscopie. Alors, ces tumeurs, en fonction de leur stade, peuvent siéger au niveau de la trachée, de la carène, des ronges, pas vrai. Il existe d'autres localisations pouvant être cervicales, abdominales, pouvant intéresser l'œsophage, la plèvre et le cœur. Alors, les clismes oncogéniques visualisés sur le scanner, ouais, et la confirmation avec la lame histopathologique, c'est encore les kystes bronchogéniques, et peuvent intéresser aussi dans 1,3% des tumeurs cardiaques et péricardiques. Dans le médiastin postérieur, évidemment, on trouve des structures nerveuses et des tumeurs qui intéressent ces structures nerveuses qui sont listées ici sur le tableau, le schwannome, et 70% des cas, les neurofibromes, les neurofibrosarcomes, les ganglioneuroplastom, etc. Autant de tumeurs à la fois malignes et bénignes que l'on peut rencontrer au niveau du médiastin postérieur. Après. Donc, ces tumeurs de 60 à 70, 80% des cas sont bénignes. Après, les schwannomes sont de nature bénigne. Les neurofibromes bien encapsulés, ok, ce sont des tumeurs fréquentes diffus plexiformes, ok, et ce sont des tumeurs à risque élevé de récidive en raison même de l'absence de capsule, ok. Les neurofibromes, les tumeurs malignes de la gaine nerveuse périphérique, les neuroblastomes rencontrés chez les enfants, ils peuvent entraîner un syndrome de Klebsiella ordre par compression. Et chez ces enfants, on peut trouver la dyspnée, l'érosion des vertèbres, etc., avec des calcifications. Neuroblastome, chez une fillette de 12 ans, bah ouais. Encore les neuroblastomes vus sur une radiographie et sur un scanner, bah ouais. Quid du traitement de ces tumeurs? Je vous ai dit tantôt que ces tumeurs sont passibles de sanctions chirurgicales. Alors, je devrais dire de conférence que des fois, la chirurgie est l'unique recours thérapeutique. Alors, d'abord, on doit réaliser la biopsie, ouais, l'imagerie, la biopsie, déterminer la nature de la lésion et évidemment, regarder comment la chirurgie peut intervenir dans le cadre de la résection de ces masses. Alors, il existe une approche, je dirais, thoracoscopique, la chirurgie vidéo assistée qui est maintenant de mise, sans oublier que nous sommes en Haïti et que nous continuons par utiliser les voies conventionnelles, ouais, donc, et pour pouvoir réaliser l'exérèse de ces masses. Alors, la chirurgie
vidéo assistée consiste à utiliser une caméra des trocars et à positionner le malade afin de pouvoir réaliser la résection de ces masses. Ici, une approche souci-fluidienne pour réaliser l'exérèse d'une masse du médiastin antérieur. Visualisez avec moi la présence des trocars et la modalité de résection pour visualiser sur l'écran. Alors, on peut utiliser cette approche pour réséquer les tumeurs. On peut utiliser cette approche pour réaliser l'ablation des tumeurs postérieures. Je dois vous dire que les tumeurs postérieures d'origine neurogénique sont opérées de concert avec la neurochirurgie. Alors, la chirurgie robotique a trouvé sa place au niveau de la résection, au niveau des procédures de résection des masses tumorales du médiastin et contemplé avec moi la réalisation d'une thymectomie avec myasthenia gravis par un robot, évidemment manipulé par les êtres humains. Et regardez les images lors de l'intervention ici. C'est ce qui va apparaître sur l'écran que le chirurgien est en train de visualiser. Alors, ici, et c'est je dirais, un tableau vous permettant de regarder la progression. Maintenant, on est encore beaucoup plus loin de la chirurgie robotique dans le cadre de la prise en charge des tumeurs du médiastin. Alors, c'est là que je vais m'arrêter en faisant la conclusion suivante. Les tumeurs du médiastin, ce sont des tumeurs qui se caractérisent par leur difficulté, leur complexité, de par même la noblesse des organes, de par même cette variété importante de tumeurs. Ces tumeurs, le plus souvent, demandent un recours à la chirurgie, évidemment, après avoir réalisé les procédures d'imagerie et les procédures permettant un diagnostic définitif. Alors, les résections ne sont pas sans danger, mais ce danger est contourné par les examens cliniques, paracliniques, évidemment les techniques, les nouvelles technologies mises à la disposition du chirurgien. Je vous remercie et j'attends vos commentaires et vos questions.